Bonjour à toutes et à tous. Ce message d'avertissement de Trigger Warning, car comme vous le savez, cet épisode parle de fausse couche ou d'arrêt spontané de grossesse. Si ce sujet est trop difficile pour vous, n'hésitez pas à faire une pause et à revenir quand vous le souhaitez, quand vous le pouvez, quand vous le voulez. À très bientôt. Justin, c'est un super héros parce que je trouve qu'il s'est accroché dans mon ventre. Il a été hyper fort parce qu'au final, on n'est pas passé par les traitements et il a tenu, il s'est accroché. Donc, quand il est né, je lui ai tout le temps dit que c'était un super héros. Et même maintenant, quand ça va pas, je dis mais si t'es trop forte, t'es un super héros, toi. Bienvenue sur Casse & Pause, le podcast qui soutient les parents en Ille-et-Vilaine en parlant de maternité et de parentalité dans toutes ses formes. Pour ensoleiller le quotidien lourd et apporter le rire, l'espoir et l'empathie qui peuvent parfois cruellement te manquer. Je suis Kérianne Pierre, doula et accompagnante parentale du côté de Rennes. Casse & Pause, ça vient du créole mauricien et ça veut aussi dire quelque chose en breton. Ici tu vas te relaxer, en créole mauricien, et t'envoler en parole, en breton donc. Ici ta parole compte, elle est importante. Bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour Élise, bienvenue sur Casse & Pause. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors c'est un petit truc assez rigolo, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour cet épisode. Ouais. On peut le dire que il s'est passé quelque chose avec le premier enregistrement, c'était pas prévu, mais c'est avec un grand plaisir que je te revois aujourd'hui. On va être, je pense, assez émus. On va peut-être faire des petites pauses qu'on n'entendra pas forcément sur l'enregistrement, mais ça sera un moment, je pense, important de s'écouter, de parler de ce que tu viens nous raconter aujourd'hui. Tu viens nous parler des fausses couches que tu as vécues, un parcours jusqu'à ta grossesse et la naissance de Justin, un parcours assez important, assez dur, et en même temps avec plein d'espoir. Je suis déjà émue. Moi aussi. L'enregistrement va être long. Peut-être. Voilà, Élise, je te laisse la parole et on échange quand tu le sens. Merci de m'accueillir. Alors, je suis ravie et impatiente de raconter mon histoire, parce que j'espère que ça va pouvoir aider des personnes et prouver qu'on peut avoir un bébé malgré le chemin compliqué qu'on peut avoir. Du coup, moi, je vais vous raconter mon histoire, enfin notre histoire, parce qu'on est deux dans l'histoire quand même. Un bébé, ça se fait pas tout seul. Il y a le papa où c'est super important aussi. Du coup, en avril 2021, on avait projet bébé, donc test de grossesse positif, tout va bien. Donc on prend rendez-vous pour l'écho de datation, on est impatient, on se projette dans le futur, un bébé, qu'est-ce qu'on a acheté, enfin hyper heureux. On passe l'écho de datation et là le gynéco nous apprend qu'il n'y a pas de battement de cœur. Et là c'est là, on descend, enfin on tombe de très haut, on sait pas ce qui nous arrive. Donc on est là à l'hôpital, ok, pas de battement de cœur, mais ça veut dire quoi? Donc fausse couche. Ok, on entend parler des fausses couches, mais on sait pas trop ce que c'est. Et donc là, il me propose un arrêt. Déjà, c'est énorme, un arrêt, quand on voit certaines personnes qu'on n'a pas du tout. Il en propose un aussi à mon conjoint, qui refuse parce qu'on se dit, on est plus fort que ça, on va réussir à monter la pente. Donc on part, on l'annonce à nos parents parce que c'est difficile, on pleure et on leur dit, c'est horrible. Moi, je passe mes journées à pleurer dans mon canapé. Enfin, je sais pas à quoi m'attendre, en fait. Je suis toute seule, je me dis, ça m'arrive qu'à moi, parce que j'ai pas entendu autour de moi trop de fausses couches, ou je m'en suis pas trop tracassée, parce qu'on n'était pas dans le projet de bébé. Et donc, à la maison, par chance, on a un chien. Et elle vient me réconforter. En fait, elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle vient tout le temps me faire des câlins alors que je suis dans le canapé en train de pleurer, j'arrive pas à remonter. Donc, j'avais une écho de contrôle pour voir si tout était bien parti. Donc, je me suis retrouvée toute seule à la maison à gérer comment se passe une fausse couche. On sait pas ce qui va nous arriver. Ça, c'est horrible. Au final, il me donne des cachets pour, entre guillemets, évacuer le reste. Enfin, c'est horrible ces mots-là, mais
C'est leur terme. Donc les cachets, j'apprends à les gérer aussi parce que il faut savoir que quand on les prend les cachets, qu'après c'est pas la joie, qu'il faut mieux être à la maison tranquille. Et... C'est des moments difficiles. Le gynéco nous dit il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, vous pouvez recommencer, faites votre vie quoi. Donc c'était un mois difficile. Au début on est resté seuls, on voulait pas en parler, juste à nos parents et frères et sœurs, pas aux copains, pas aux autres proches. J'en ai parlé à mes collègues de boulot parce qu'ils étaient étonnés que j'étais en arrêt. Enfin, c'est pas mon style et mes collègues de travail m'ont soutenue parce que quand je suis revenue, ça a été un peu mes piliers de tout du quotidien quand même. Donc ça, et ce qui était dur à gérer aussi, c'était toutes les naissances et les grossesses autour de nous. Que tout le monde ça fonctionnait et pas nous. Que nous, on était au niveau fausse couche, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui nous arrive. Donc ça, c'était en avril-mai. Juillet, bon, on tente. Enfin, on se prend pas la tête, on dit bon, c'est bon, ça va passer. Juillet, je retombe enceinte, on part en vacances, je fais une prise de sang en vacances. Les taux sont bons. Je me dis bon, ok, nickel. Les vacances se passent, on rentre, j'ai des saignements. Je me dis allez, c'est reparti. Je vais aux urgences, je passe une écho et finalement c'est pas une fausse couche, mais une grossesse extra-utérine. Allez, on découvre autre chose, nouveauté. Donc, elle me dit, pas besoin d'opération, on va faire une injection. Sauf que c'était encore le Covid, donc pas d'accompagnement. Donc, j'y vais un samedi matin. Je dis rien à personne, enfin, juste à mon conjoint, Gonoli. Je fais l'injection, je suis toute seule dans ma chambre en train de pleurer. Il y avait une autre personne, j'étais dans une chambre double, enfin, horrible. Le temps me semble hyper long. Donc une injection, ça fait pas mal. Enfin, j'ai pas eu de douleur ni rien pour la grossesse extra-utérine. Ce qu'aurait dû m'alerter en fait les douleurs, mais j'en ai pas eu. Donc l'injection, du coup, par chance, pas d'opération. On me dit bah c'est la faute à pas de chance. Ok, vous pouvez recommencer. D'accord. Donc on recommence. Enfin là, le moral commence à être un peu plus fragile déjà. Au mois d'août, il y a Gwenolé qui se casse le bras. On enchaîne en fait tous les mois quelque chose. Donc le bras. Septembre, on a notre chienne qu'on veut faire stériliser. Enfin, c'est notre enfant en fait. C'est devenu notre enfant. Malgré nous. Et on apprend qu'elle a une espérance de vie entre 3 et 24 mois. Et là, on descend encore plus bas parce que c'est notre enfant en fait. On s'est raccroché à elle. Donc, on décide de radopter un autre chien, un autre chiot. Donc, en octobre, il se passe rien à part l'arrivée du deuxième chien. Donc là, ça a remis un peu de peps à la maison parce qu'un chiot, elle était hyper active et tout. En novembre, rien du tout qui se passe. Donc, bon mois. Décembre, Gwenolé fête ses 30 ans. Je sais que je suis enceinte quand on fait ses 30 ans. Quelques jours après, j'ai des saignements. Et entre-temps, on a dû faire piquer notre première chienne. Donc là, c'était difficile. Donc là, le moral était déjà compliqué. Donc décembre, je fais encore une fausse couche. Saignement. Par chance, j'ai pas d'opération, pas de cachet pour celle-ci. Et je tombe au saignement sur un gynéco remplaçant qui me dit « Non mais, madame, on peut pas vous laisser comme ça. Enfin, on va pas continuer à faire des fausses couches et autres. Là, il faut faire quelque chose. Vous revenez me voir en janvier et on commence à savoir le pourquoi du comment. » Donc, ça. Et entre-temps, je me dis, il faut qu'on passe... Enfin, pas qu'on passe à autre chose, mais qu'on se donne un autre projet pour se tirer vers le haut. Et du coup, là, je demande à Gwenolé je souhaite qu'on se marie. Donc, on se lance dans le projet mariage en parallèle pour avoir du positif et remonter un peu le moral parce que là, c'était... hyper dur, je commençais à pleurer facilement, c'était plus possible. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc janvier arrive, donc on prépare le mariage et en même temps on voit le gynéco. Le gynéco nous dit vous allez avoir le plus beau bébé de votre village. Ça, j'ai gardé ces mots et il me dit une femme, elle sait faire des bébés. Faut juste trouver le petit truc qui va pas et on va réussir. Donc ça nous remet un peu de baume au cœur. Et il nous dit, par contre, si on commence ensemble,
je souhaite que vous allez voir une psychologue. Même si c'est qu'un seul rendez-vous, il faut le faire. Donc j'avais déjà en tête un peu d'y aller, mais il fallait franchir le cap. Donc là, on prend rendez-vous au psychologue, en plus des rendez-vous, des examens. Donc le gynéco nous explique qu'on a plusieurs examens à faire, qu'on va se voir régulièrement. Donc à chaque examen, il nous explique comment ça va se passer, si on va avoir des douleurs, quand on va avoir les résultats, qu'est-ce qu'on peut avoir. Donc voilà les examens. Et il nous dit aussi, c'est une phrase aussi, enfin c'est important de le savoir, je trouve, qu'il y a 40% de chances que c'était moi qui avais un petit souci, 40% de chances que ça soit gonolée et 20% de mystère. Donc il faut s'attendre aussi à rien trouver et pas savoir pourquoi les fausses couches, pourquoi les grossesses extra-utérines. Et ça, c'est difficile aussi à l'entendre parce que tu dis, si on tombe dans les 20% de mystère, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, qu'est-ce que tu fais, ouais. Et j'ai pas envie de retourner dans les fausses couches. Enfin, là, je pense que j'ai assez gobé et mon corps a assez gobé aussi. Donc, je fais des prises de sang. On voit qu'il y a 2 petits trucs qui vont pas. Je fais des examens. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué où c'était par rapport aux trompes pour savoir si elles sont bien perméables. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est un examen qui peut faire mal, où on peut avoir des douleurs, des saignements et autres. Et gonolée pouvait pas prendre des journées tout le temps, et c'était un examen qu'il fallait faire à une certaine période du cycle. Et du coup, je voulais le faire proche de chez moi, mais la personne n'était pas là quand je pouvais le faire. Enfin bref. Donc je vais sur Rennes, j'y vais toute seule dans le centre, et là je me dis, j'espère que tout va bien se passer, que je vais pas avoir de douleur. J'étais pas bien pour cet examen-là. Et là, je tombe sur une personne qui aide l'installation, enfin, qui prépare les personnes, qui était géniale, qui m'a soutenue. Limite, elle a pleuré avec moi parce que j'en pleurais. Et ça, des personnes comme ça aide, en fait, dans ces parcours-là, de pouvoir parler et de se soutenue. Ouais. Donc, je pleurais pendant l'examen, alors qu'au final, j'ai pas eu de douleur, j'ai rien eu, par chance. Donc l'examen se passe, il n'y a rien qui ressort. Et en fait, au final, j'avais que 2 petits trucs qui ont été résolus facilement, la vitamine et la prolactine, donc des médicaments. Donc les examens s'enchaînent sur janvier jusqu'à peu près avril-mai, même juin. Donc le mariage continue à se préparer, ça nous fait du bien, rendez-vous psychologue. On doit toujours gérer les grossesses autour de nous, les bébés showers, les bébés qui naissent et tout, donc c'est difficile. Je me préserve un peu. Je sais qu'il y a des périodes où je voyais pas certaines personnes, c'est pas parce que je voulais pas les voir, mais j'avais besoin de me retrouver seule et pas dans la maternité, en fait. Ouais. Parce que ça me faisait encore plus mal, parce que moi, je venais de perdre un bébé, un embryon, enfin, c'est pas rien. Juillet, on rencontre le gynéco, il nous dit, bon, ok, on a fait les tests, maintenant on va donner un petit coup d'aide. Donc on va passer par des traitements. Je calcule quand faire les traitements par rapport au mariage pour pas que l'accouchement tombe pendant le mariage. Il me fait il me donne l'ordonnance et tout. Il me dit, il faudra faire des échos à telle et telle période. Bon, je m'en souviens plus exactement, mais c'est pas grave, donc... Voilà, je fais mon essayage de robe de mariée, donc je dis à la fille que je peux être enceinte jusqu'à 7 mois, je m'étais dit. Donc je choisis une robe en fonction si j'invente arrondi ou pas, donc plein d'espoir. On part en vacances tous les 2, on coupe, on part pas très loin, on part à Carnac. On coupe et pas trop de communication, on prend le temps, on n'est pas très... on est plutôt actif, on va pas rester longtemps sur la plage et au final on passe des journées sur la plage à moi bouquiner. Enfin, on prend vraiment le temps, on prend soin de nous et on se repose. Voilà, il se passe, mon corps change pendant les vacances, mais je sais pas pourquoi. Je me dis c'est la chaleur parce qu'il y avait la canicule. Je sais pas, il y a des trucs bizarres quand même qui m'étonnent, mais pour moi c'était pas loin, c'était pas une grossesse, c'était rien, c'était juste la chaleur. Ouais. On rentre de vacances. Août, j'ai un retard de règles. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'ai pas commencé le traitement. J'ai fait les 2-3 petits trucs qui allaient pas. Mais quand je suis partie en vacances, j'avais arrêté les traitements. Je m'étais dit, c'est bon, il reste 1 semaine ou 2, je pars en vacances, je vais pas m'embêter avec les cachets. J'arrête. De toute façon, j'ai l'ordonnance pour le traitement. Maintenant, on s'en fout, entre guillemets. Donc, retard de règles au mois d'août. Donc, je vais faire une prise de sang un samedi matin. Sauf qu'on passait la journée avec mes parents et ma sœur et mes nièces à la plage.
Et je dis à Gwénolé, je fais la prise de sang, elle va peut-être être positive, mais je vois pas pourquoi le bébé va s'accrocher, alors que les autres fois, il partait. Donc, je m'en fous des résultats, j'ai pas envie de les voir de la journée. Gwénolé, grand impatient, n'a pas pu s'empêcher de les regarder à la plage. Donc, il me dit à un moment, regarde, il y a... je crois que c'est Kevin, ou je sais plus à qui, t'a envoyé un message, regarde. Et en fait, c'était pas du tout un message, c'était les résultats. Donc, le taux était élevé par rapport aux autres fois, plus que les autres fois. Mais je me dis, il faut que ça double après. Donc, on verra la deuxième prise de sang, parce que le médecin m'avait quand même donné des prises de sang. J'y retourne 2-3 jours après. Le taux avait augmenté, mais pas doublé. Donc, psychologiquement, il a pas doublé, c'est pas possible que ça tienne. Donc, le gynéco m'avait laissé son numéro perso pour organiser les échos, pour qu'il soit là à l'hôpital. Et donc, ça double pas. Je lui dis, mes prises de sang sont bonnes, mais le taux double pas. Il me dit, vous inquiétez pas, si vous avez des saignements, vous allez à l'hôpital, sinon, c'est bon. Donc, j'appelle l'hôpital pour avoir un rendez-vous pour l'échographie de datation. Et là, elle me dit, non, mais il faut attendre cette semaine, nanana, ou je sais plus quoi. J'ai dit, ok, mais moi, je suis à risque. Enfin, j'ai fait des fausses couches, grossesse extra-utérine. Non, mais ça sert à rien avant. Ok, bon bah tant pis. Je pense que c'était les vacances, remplacement, manque de personnel peut-être. Je lui en veux pas. Je me dis, bon bah de toute façon, elle veut pas me donner de rendez-vous. Je vais pas forcer le destin. Tant pis, de toute façon, si ça part, ça va partir. On n'est plus à une fausse couche près, quoi. Je me dis en gros. Et je me fais pas du tout d'espoir. Pour moi, ça va pas rester. Tout le mois d'août, j'y crois pas. Tu n'y crois pas du tout, quoi. Non. On passe la première écho. Stressé, forcément. Il y a un battement de cœur, mais bon, battement de cœur là, mais est-ce que ça va durer ? On sait jamais. Du coup, le gynéco me dit, pour vous rassurer, je remets une écho dans une semaine et demie. Ok. Donc je sais plus, je crois qu'on l'a annoncé à nos parents quand même, parce qu'on s'est dit, si ça repart plus belle, on préfère qu'ils sachent et qu'ils nous soutiennent. Donc je repasse l'écho. Gwénolé peut pas venir à la deuxième écho, forcément, les jours de travail et autres. Je prends sur un temps de pause, voilà. J'y vais, toujours du battement de cœur et tout, donc ça s'annonce bien. Donc là, on est heureux. Donc on l'annonce de bonheur à certaines personnes, parce que pour nous, déjà, c'est un grand pas en avant et beaucoup d'espoir. Donc voilà, ça tient, je suis heureuse. Après, ça a été compliqué quand même psychologiquement, et du coup, j'avais toujours mon suivi psychologue tout le long de la grossesse. En décembre, je passe une écho, et là, le bébé a un problème au rein, et je me dis, mais on va jamais s'en sortir, en fait. Et là, on m'explique pas trop, moi, j'ai besoin de détails, je veux savoir. Sauf que, voilà, je sais pas trop. On me dit, faut refaire un écho au mois de janvier. Et moi, je pense en fait à l'accouchement, s'il y a toujours le problème, comment ça va se passer, est-ce qu'il y a des opérations ou autre. Donc, je reste avec ça, les fêtes passent. Je repasse mon écho en janvier et finalement, le souci est passé. Donc là, je suis rassurée. Donc, ma grossesse, je la vis bien, mais je suis bien physiquement, je prends pas trop de poids, je suis en forme, malgré la fatigue et autres. Et je décide d'avoir un accouchement physio. Je veux pas de péridurale, parce que je me dis, la péridurale, j'ai bien souffert avec mes fausses couches. Un accouchement, c'est que dalle par rapport à ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu aussi. Parce qu'il y a le papa aussi qui est important, et lui aussi, il a eu des émotions, ça a été difficile. Et donc, je décide de faire un accouchement sans péridurale. Donc, je me prépare en hypnose, je fais de l'acupuncture, je lis pas mal, etc. Lucille Gomez, il me semble. Oui. Et pour les fausses couches, c'était presque rien, pour les nommer, qui m'ont beaucoup aidée d'ailleurs. Donc l'accouchement arrive, j'accouche un peu avec de l'avance, 15 jours d'avance. La valise était presque prête avant d'aller à la maternité, on a été faire des courses. Pas de stress. Et ce qui est rigolo, c'est que le terme était prévu le jour de l'anniversaire de mon grand-père, que j'ai pas connu. Donc le papa de mon papa. Et mon papa a eu que des sœurs, que des petites filles. Et là, ils annoncent un gars. Je sais pas si c'est un point particulier, mais c'était un peu peut-être la grossesse qu'il fallait. Et c'était assez intense en émotion. Et du coup, Justin décide de me
décide de sortir à une tempête. Donc je pense que le vent a joué, parce que quand le chien était dehors et qu'elle voulait pas rentrer, le vent sur le ventre, ça a déclenché les contractions. J'ai fait beaucoup rire les sages-femmes parce que pour passer les contractions, c'était fait boîte de nuit à la maison. Je dansais pour les faire passer, donc les années 80 et autres. Une playlist géniale. Ouais, musique à fond, et ça m'aidait à gérer, parce que j'ai essayé de gérer au max. Donc Gwénolie a pas mal stressé. Parce que du coup, le vendredi après-midi, on a été à la mater parce que j'avais des contractions, mais pas régulières. Moi, j'étais sereine. Et au final, les sages-femmes me disent « Non, mais rentrez chez vous, vous avez le temps et tout. » Donc on rentre à la maison, je fais un bain, je profite. Gwénolie me force à manger parce qu'il me dit qu'il faut que j'ai des forces, sauf que quand on est en travail, ça passe pas. Il n'avait pas compris ça. Donc je vomis, donc il appelle mes parents pour garder le chien parce qu'on dit un premier, ça dure longtemps. Et à 22h, il dit « Bon, allez, on arrête un peu les conneries, on va à l'hôpital parce que là, ça s'enchaîne. » On arrive à l'hôpital, forcément plus de contractions. Donc les filles m'auscultent, elles me disent « Bah, vous pouvez aller chercher vos affaires à la voiture. » Donc je redescends, enfin je marche, pas de fauteuil roulant parce que je veux bouger en fait. Donc, parfois la descente et la remontée à la mater est longue. J'imagine. Et puis elles me disent « Bon, on va vous installer en chambre. » Donc je me retrouve à l'autre bout de la maternité. Donc je traverse et puis au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai du mal à supporter les contractions. Elles me donnent du ballon. Ballon, non, c'était pas trop mon truc. Donc elles me disent, on peut faire un bain. Ok. Donc le chemin pour aller à la baignoire a été très long. Puis c'était la nuit, donc je pouvais pas trop crier dans la matière quand même. Donc je m'installe dans le bain. On gère plus ou moins parce que il y a 3 accouchements en même temps. Donc on a tout accouché à 1 heure d'intervalle. C'est vrai? Ouais, presque à la minute près. C'est fou. Ouais. Donc voilà, moi j'ai Gwénolie là, appelle, je pense que ça arrive. Donc j'étais toujours dans le bain. Et là Gwénolie me dit, mais tu vas pas coucher dans l'eau? Ben si. Et on était le 1er avril. Donc ce qui est rigolo, c'est que j'ai une de mes nièces qui est déjà née le 1er avril. La probabilité pour qu'il y en ait 2, voilà. Et donc l'accouchement, il se passe hyper rapidement et dans l'eau. Après, il y a une petite anecdote qui est rigolote, mais c'est plus quand Gwénolie la raconte. Il dit qu'il a pleuté la sage-femme parce qu'elle avait ses téléphones dans les poches et ils allaient tomber dans l'eau, donc il a dû enlever les téléphones. C'est le truc qui l'a marqué, qui fait rire. Et donc, il panique un peu que j'accouche dans l'eau parce qu'il se dit mais comment le bébé va respirer, etc. Et au final, c'est hyper rapide parce que j'accouche à 2h30. Je suis arrivée à 22h, donc... C'est bébé rapide, ouais. Et là, que j'accouche, à un moment, je me dis, il va jamais sortir, mais si, il va sortir. Ça se passe hyper rapidement. Par contre, j'ai beaucoup de mal à atterrir. Je suis... T'es shootée. Ouais. Et j'arrive pas à y croire, en fait, que le bébé est là et que Justin est là, en fait. C'est hyper intense comme émotion et je pensais pas vivre cette émotion-là au moment de l'accouchement. Donc, hyper difficile. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'arrive pas à atterrir. Je pense que je passe du temps assise et à me dire, ok, il est là, c'est bon, tout est derrière nous. Et finalement, c'était génial. Donc, on est des papas un papa et maman très cool, très proches et voilà, l'accouchement. Et ce shoot d'ocytocine, ça donne plein de choses. Et puis, il y a des mamans qui n'ont pas forcément envie de prendre les bébés. Il y a d'autres qui ont envie de les prendre tout de suite. C'est propre à chacune. Et du coup, t'as le mariage après. Oui, et du coup, 2 mois après, on se marie. Donc, Justin est avec nous. Donc, Justin gère les préparatifs de mariage avec nous, avec moi, qui nous suit dans les rendez-vous. Et il a fait la mairie avec nous. L'église, il est rentré avec son papa. Enfin... Il a son petit nœud papillon comme papa, enfin voilà. Et elle a été ici. Et ce qui est rigolo, c'est que 30 ans avant, moi j'étais au mariage de mes parents aussi. 2 mois aussi de... Non, j'étais un peu plus vieille, j'avais 5 mois. 5 mois, même. C'est rigolo. Ouais. C'est la même église, même mairie? Non, par contre, non. Ouais. Non, pas très loin, mais... Mais ouais, du coup, Justin était avec nous. C'est une très belle histoire que tu racontes là. Et je sais que tu as des petits messages pépites / coup de gueule à nous partager. Ah oui, les messages pépites où on se dit
non, mais la prochaine fois, c'est la bonne. Ouais, enfin, je viens de faire une fausse couche, une grossesse extra-utérine. Prochaine fois, ouais. Mais pas sûr que ça fonctionne. Enfin, ou alors, on me dit, la nature a fait son tri. Enfin, je veux bien qu'elle fasse son tri, mais psychologiquement et physiquement, c'est hyper dur. Enfin, on se rend pas compte. Enfin, après, tant qu'on n'est pas passé par là, on sait pas la douleur qu'on peut avoir. Et puis, il y a mais presque rien. Enfin, je sais pas comment je suis tombée sur sa page, mais à un moment donné, je suis tombée pendant ma première fausse couche. Ça m'a beaucoup aidée, en fait, ces posts sur Instagram. Et il y en a un qui dit, enfin, où elle dessine une femme d'un certain âge qui dit qu'en fait, elle a jamais oublié ses fausses couches. Et je me suis dit, moi, quand j'aurai mon bébé, je pense que ça passera loin et que ça sera loin derrière moi. Et au final, non, parce que j'en pleure encore, alors que Justin va avoir presque 2 ans. Et en fait, je pense que ça va nous marquer à vie, cette expérience. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager cette histoire pour aider des gens, pour pas qu'elles se sentent aussi seules que moi. Enfin, moi, je me suis sentie hyper seule. Enfin, j'étais toute seule, je savais pas ce qui allait m'arriver, comment gérer. Il y a un manque de... Enfin, l'accompagnement est difficile, il y a un manque... Enfin, moi, quand j'allais à la matière faire mes contrôles, je me retrouvais dans la salle d'attente avec les femmes enceintes qui étaient toutes joyeuses, les affiches qui parlaient d'allaitement ou de naissance ou autre. Et non, toi, t'es en train de faire une fausse couche, t'as des douleurs, t'es pas bien mentalement et faut en plus supporter la joie des autres. Enfin, même si je suis heureuse pour les autres, mais c'est compliqué à certaines périodes. C'est vrai. Après, faut surtout s'écouter et pas rester toute seule, comme on a pu le faire la première fois et se renfermer. Mais c'était peut-être ce qu'on avait besoin aussi. Puis après avoir eu Justin, j'imagine qu'il y a eu des personnes qui ont dû te demander, vous demander à Gonella aussi, à quand le deuxième, sans doute? Eh ben, quand on me dit à quand le deuxième, je réponds, oui, c'est sympa le deuxième, mais si on refait le même chemin. Non, mais t'inquiète, t'auras pas le même chemin. Ouais, mais comment on peut savoir que je vais pas refaire de fausses couches? Et puis là, je me dis, si on refait des fausses couches, on n'est plus que tout, on n'a pas que nous à gérer, il y a Justin, je pourrais pas me morfondre dans mon canapé des journées entières sans rien faire, en fait, là. Donc il faut qu'on soit bien psychologiquement et physiquement bien reposé et tout. C'est pas une décision aussi facile à prendre qu'un autre couple ou qui a pas eu de soucis. C'est juste ce que tu dis, parce que c'est vrai que on en parlait déjà. Ouais. C'est vrai que les personnes qui te font ces réflexions parfois pensent être bienveillantes, mais c'est pas du tout bienveillant. C'est des mots qui ont un grand impact aussi derrière, et selon ta fragilité psychique du moment, ou même juste là, les mots ont une importance et les mots restent. Oui, mais du coup, parfois, je suis désolée de les renvoyer bouler, mais à un moment... S'ils m'écoutent, je suis désolée, mais à un moment donné, en fait, je peux plus là... je veux faire mon truc et ça sert à rien de nous presser pour le deuxième. Je pense que ça a été assez court parce qu'il y en a certains où c'est des années qui ont du mal. Par chance, j'ai pas eu d'opération, les grossesses se sont arrêtées assez vite, donc on n'a pas eu de... on a des séquelles, c'est pas comme un 5 mois de grossesse ou autre. C'est différent, mais ça fait quand même mal et parfois on se rend pas compte, en fait, comment ça peut faire mal. Ouais. Et donc, maintenant, je renvoie bouler les gens. Mais je suis désolée. Je m'excuse en direct. Ou les personnes qui t'entendront se diront peut-être, la prochaine fois, je n'en parlerai plus. Peut-être. Et c'est important de se dire que ne plus en parler, c'est bien. Ou alors, le jour où on leur annoncera, le jour où je serai enceinte, je pourrai leur annoncer, ils pourront me parler du deuxième. Et voilà. Avant, c'est pas la peine. Qu'ils entendent bien. Et pour tous les autres qui font la même chose avec d'autres personnes qui ont eu des fausses couches ou des deuils autres. Laissez-les tranquilles. Ouais. Chacun fait son deuil, chacun vit la fausse couche. C'est pas facile de vivre toutes ces épreuves de vie, et il y a personne qui doit forcément dire des mots qui font du mal après, c'est surtout ça. Ou alors qu'ils lisent mais presque rien sur Instagram, et ils verront tous les états d'âme qu'on peut avoir quand on passe par ce type de parcours. Ouais, tout
J'ai de la pub en même temps. Tu as raison, je la taguerai. Mais ça m'a fait hyper du bien. Et après, mon entourage qui veut savoir, j'ai les livres de Presque Rien. Je peux les prêter pour comprendre ce qu'on ressent. Et donc, voilà. D'avoir la dose d'empathie nécessaire. Pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle, même autour de moi. Enfin, je m'en cache pas. Il y en a qui me disent oui, mais c'est perso et tout. Ouais, mais demain, s'il y a quelqu'un de mon entourage à qui ça arrive, je veux bien qu'elle m'appelle. Je sais pas ce que je ferai, mais je serai là et je lui parlerai pas de grossesse ou juste la soutenir et la monter vers le haut, quoi. Pas rester toute seule, c'est ça, surtout. En parler, même aller voir une psychologue, il n'y a pas de honte. Enfin, il faut. À un moment, il faut que ça sorte parce que si ça reste, c'est pas possible. Puis la tête joue beaucoup aussi. Si déjà la tête est pas bien, le corps est pas bien en plus parce que franchement, c'est fatigant les fausses couches. Je pense que mon corps a pris cher quand même. Mais ne restez pas seul. C'est le mot de la fin et c'est un mot important, je trouve. Ouais. La santé mentale, elle est primordiale. Elle compte autant que la santé physique. Donc, comme tu as raison de le dire, et de l'affirmer comme ça. Oui. Ne pas rester seul. Ouais. C'est important. Élise, on avait dit le mot de la fin, c'était finalement de ne pas rester seul, mais il y a quand même un autre mot de la fin qui est important pour toi. Ouais, Justin, c'est un super héros parce que je trouve qu'il s'est accroché dans mon ventre. Il a été hyper fort parce qu'au final, on n'est pas passé par les traitements et il a tenu, il s'est accroché. Donc, quand il est né, je lui ai tout le temps dit que c'était un super héros. Et même maintenant, quand ça va pas, je dis mais si t'es trop forte, t'es un super héros, toi. Voilà. Merci pour ces doux mots. Merci à toi. Merci beaucoup, Élise. De rien. Merci pour ce partage. C'est toujours émouvant de t'écouter, c'est la deuxième fois. Je suis toujours ravie de te revoir. Donc, j'espère que les personnes qui nous auront entendues, en tout cas, seront, je pense, transportées par ce que tu as pu raconter, ont pu se mettre aussi un peu à ta place, même si on ne peut jamais être à ta place. Et pourront entendre aussi ce que c'est que c'est un parcours assez douloureux et difficile jusqu'à l'arrivée de bébé, qui a bientôt 2 ans. Oui, maintenant. Ouais. Et que ça fait toujours aussi mal, malgré qu'aujourd'hui j'ai le sourire, mais j'ai les larmes aussi, en fait. Ouais. C'est ça qui est... Faut pas se prendre la tête. Et oui, c'est un parcours difficile, ça nous marque, mais au final, on a réussi à avoir un bébé. Merci à toi. Merci à toi aussi. Vous venez d'écouter un épisode de Casse & Pause. Si Casse & Pause vous a plu, je vous serais reconnaissante de vous abonner, de le liker, de le partager, de le commenter pour que ce podcast vogue encore plus loin. Je vous laisse sur les notes de Free Your Soul de l'artiste britannique Handpan Joe, un joueur de handpan. Joe a très gentiment accepté que j'utilise sa musique pour le podcast. Je vous invite à l'écouter, ce qu'il fait d'une douceur incroyable. D'ici là, take care.